On va parler maintenant du plus grand disciple de Platon, Aristote, qui est né en 384 avant notre ère, à Stagire en Macédoine. Donc on n'est pas à Athènes, on est dans le nord de la péninsule grecque. Et Aristote vient d'un milieu aisé, il fait partie de l'élite sociale. Son père, Nicomaque, était médecin du roi de Macédoine et passait pour l'un des hommes les plus cultivés de son temps. Et il va garder de son père une approche scientifique des choses, qui va devenir progressivement sa méthode philosophique. Une approche empirique, comme un médecin va regarder les symptômes sur le corps, les organes, pour faire son diagnostic, trouver la maladie, puis ensuite trouver un remède. Aristote part d'un ensemble d'expériences pour parvenir à la connaissance. Mais Aristote va être orphelin assez tôt, et il va quitter la Macédoine et il va s'établir à Athènes où il est considéré comme un étranger, comme un métèque, et il ne peut donc pas participer à la vie politique à Athènes. À l'âge de 20 ans, Aristote s'inscrit à l'Académie de Platon et devient l'un de ses plus brillants élèves. Aristote suit avec beaucoup d'assiduité et d'intérêt les leçons de son maître, mais au fur et à mesure, la méthode des deux philosophes va se distinguer. Platon, on l'a vu, est idéaliste. C'est en se détournant du monde sensible que l'on accède, d'après Platon, à la vérité. Alors que Aristote est plus réaliste. Il part de l'expérience sensible pour trouver la vérité, trouver la connaissance. Donc aux yeux d'Aristote, les idées ne sont pas séparées de la réalité. On n'a pas simplement le monde des idées d'un côté et puis la réalité matérielle et sensible de l'autre. Les deux sont liés. Dès lors, il faut partir du monde sensible pour justement parvenir à la connaissance. À la différence de Platon, qui recherche la cité idéale, Aristote construit sa doctrine sur l'observation des régimes politiques existants. Platon avait essayé d'être le conseiller des tyrans de Syracuse, mais ça a été un échec complet. Alors que Aristote, lui, sur le terrain pratique, va en quelque sorte réussir, puisque Aristote va devenir le précepteur d'Alexandre de Macédoine, le futur Alexandre le Grand, et donc il va en quelque sorte réaliser l'idéal de son maître, Platon, en faisant en sorte qu'un philosophe, ou du moins qu'un prince formé à la philosophie, accède au pouvoir, un philosophe roi. Alors, l'œuvre d'Aristote se présente sous deux aspects. Aristote a beaucoup voyagé, il a mené des recherches très importantes au niveau de la nature, des animaux, il observe beaucoup, mais aussi des institutions, des lois, et donc son œuvre, son travail est d'un intérêt considérable pour comprendre la société grecque, et il va devenir un excellent pédagogue, bien sûr. Je viens de vous en parler avec Alexandre, mais il va créer sa propre école, le lycée. Le lycée. Et puis, il va rédiger des ouvrages fondamentaux, et sa pensée politique se concentre à peu près dans deux textes. L'éthique à Nicomaque, qui aurait été repris, modifié en quelque sorte un petit peu par Nicomaque. Alors, bien sûr, le père d'Aristote s'appelle Nicomaque, mais il a aussi appelé son fils Nicomaque, donc plutôt par son fils. Et puis, la politique. Et on est encore dans des textes qui sont vraiment fondateurs de la pensée politique. Alors, la première grande idée d'Aristote,
c'est bien sûr que l'homme est un animal politique. L'homme est un zoon politikon. L'homme est fait pour vivre en cité. La cité fait partie des choses naturelles à l'homme. C'est la cité qui permet à l'homme de s'émanciper de la nature. Si l'homme vit seul dans la nature, il est esclave. Il doit en permanence cueillir, chasser, pêcher. Il ne sait pas ce qu'il va manger le soir même. Il ne sait pas s'il va être dévoré par une bête ou s'il va se blesser et si demain il sera encore en vie. Alors que la cité amène de la stabilité, de la sécurité. Les hommes s'entraident, se protègent les uns les autres. Donc la cité est quelque chose de naturel. D'après Aristote, seul l'homme connaît le langage. Et ce langage, on ne peut le pratiquer qu'en société. L'homme a aussi un sens moral. Il sait distinguer le bien et le mal, le juste et l'injuste. Et là aussi, ce sont des valeurs sociales. L'homme est un animal politique, et finalement, la politique est quelque chose de naturel à l'homme. Aristote, tout comme son maître, Platon, essaye de réfléchir sur le meilleur régime politique. Quel est le meilleur régime politique aux êtres humains? Alors, on l'a vu, pour Platon, c'est une république idéale, une sophocratie, inégalitaire, il en fait un programme très complet. Pour Aristote, il n'y a pas de modèle idéal qui serait applicable en tout temps et en tout lieu. Aristote, encore une fois, a une démarche beaucoup plus réaliste que Platon. Il a une démarche justement qui se fonde sur l'expérience. Aristote constate qu'il y a des cités où il y a un roi et ça se passe très bien. Il y a des cités qui peuvent être aristocratiques, ça se passe très bien, d'autres démocratiques comme Athènes, et ça peut aussi fonctionner. Donc, il n'y a pas de régime idéal, parfait, universel, intemporel. Il y a des régimes relatifs qui, en fonction des circonstances, du climat, de la géographie, des mœurs, conviennent ou non à des peuples. Alors, comment classer ces différents régimes politiques? Aristote avance deux critères. Un critère objectif, un critère quantitatif, un critère objectif quantitatif, premièrement, c'est-à-dire le nombre de ceux qui gouvernent. Pour Aristote, la distinction entre les principaux régimes politiques est dans le nombre des gouvernants. Est-ce que c'est un seul? Est-ce que c'est plusieurs, une minorité? Ou est-ce que c'est tout le peuple, l'ensemble du peuple? D'accord? Ça, c'est un premier critère objectif quantitatif. Combien gouverne? Et puis il y a un deuxième critère qui est là subjectif, qualitatif. Un deuxième critère subjectif, qualitatif, qui se rapporte à l'intention des gouvernants. Que veulent les gouvernants? Quel est leur objectif? Et donc on distingue suivant que les gouvernants exercent le pouvoir pour défendre l'intérêt général ou pour défendre l'intérêt des seuls gouvernants eux-mêmes. Et à partir de ces deux critères, on obtient, d'après Aristote, une typologie des gouvernements. Alors dans une première catégorie, on trouve les formes pures de gouvernement, c'est-à-dire ceux qui sont exercés pour défendre l'intérêt général. Et puis dans une deuxième catégorie, on trouve les formes déviées de gouvernement. Donc on voit cette idée aussi de déviation, de dégénérescence, un peu comme l'anacyclose chez Platon. Évidemment, c'est son maître. Alors, parmi la première catégorie, c'est-à-dire les formes pures de gouvernement, donc ceux qui sont exercés dans l'intérêt général, on trouve tout d'abord la monarchie. La monarchie, c'est lorsque le gouvernement est confié à un seul, mais au profit de tous. Le gouvernement est confié à un seul, mais au profit de tous. On trouve, deuxièmement, l'aristocratie. L'aristocratie, c'est lorsque le gouvernement est confié à un petit nombre dans l'intérêt de tous. Aristoi, en grec, les meilleurs. D'ailleurs, Aristote, c'est le meilleur. Et puis, on trouve un troisième régime qu'Aristote appelle la politeia, qui est difficile à traduire, que parfois on traduit en français par la République, ou par constitution. Bref, c'est le gouvernement qui est confié au plus grand nombre dans l'intérêt de tous. Donc, monarchie, aristocratie et politeia.
Et puis on a une deuxième catégorie où là, donc ce sont des formes déviées. Le pouvoir n'est pas exercé dans l'intérêt général, mais suivant l'intérêt particulier de celui qui l'exerce. Alors, premier régime dévié, c'est la tyrannie, bien sûr. Et la tyrannie, c'est le contraire de la monarchie. C'est-à-dire, on a un seul qui gouverne, mais pas dans l'intérêt de tous, dans son intérêt personnel. Le tyran réalise ses caprices en utilisant le pouvoir. Le deuxième régime, c'est l'oligarchie. Là, c'est pas les meilleurs, c'est pas l'aristocratie. C'est une minorité, oligoi en grec. Et donc là, le gouvernement est exercé par un petit nombre, mais dans son intérêt personnel. C'est comme l'oligarchie dont parle Platon. Voilà, les plus riches qui accaparent le pouvoir. Et puis, lorsque le gouvernement est exercé par le plus grand nombre, et là c'est subtil, ce que je vous dis, dans l'intérêt du plus grand nombre, ça ne veut pas dire que c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt de la majorité. On parle, d'après Aristote, de démocratie. La démocratie, c'est une forme déviée, c'est pas une forme pure pour Aristote. C'est le gouvernement du plus grand nombre dans l'intérêt du plus grand nombre. Par exemple, Aristote se dit que souvent dans une cité, ce sont les plus pauvres qui sont les plus nombreux, ou du moins les classes moyennes, ça va être dans l'intérêt des plus pauvres ou des classes moyennes. Et ça peut être une oppression contre les élites économiques, par exemple. La démocratie est perçue pour Aristote comme une forme déviée. De toute façon, c'est simple. Vous voyez que ce soit Socrate, Platon, Aristote, Xénophon et d'autres, il n'y a personne pour défendre la démocratie. Alors, ils connaissent la démocratie, ils vivent dans un régime démocratique, mais alors aucun ne la défend. Alors, Aristote donne ainsi la classification des régimes qui, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au XXIe siècle, est considérée comme la plus traditionnelle, la plus classique. Vous voyez, là, ce sont des régimes qui vous parlent. Vous en avez déjà entendu parler. Et cette typologie très claire, elle est formulée par Aristote. Alors, Aristote a quand même une préférence. Je vous l'ai dit, sa préférence, c'est la politeia. La politeia. Alors, la politeia, c'est un équilibre. Alors, ce n'est pas un régime idéal, je vous l'ai dit, parce qu'il n'y a pas un régime idéal, mais c'est une préférence. La politeia est une sorte d'équilibre entre l'aristocratie, c'est-à-dire le pouvoir confié aux meilleurs, mais en même temps, ce que nous appelons, nous, démocratie, c'est-à-dire un gouvernement qui est exercé par le peuple. Pour bien comprendre cela, il faut savoir que Aristote a une réflexion sur la société. Il observe que dans toute société, il y a différentes catégories sociales. Il a beaucoup voyagé à travers la Méditerranée et il a vu toujours finalement la même chose. Il a vu que dans toutes les sociétés, il y a des riches, il y a des pauvres, mais que le pivot de la société, ce n'est pas les riches ou les pauvres. Le pivot de la société, ce sont les catégories intermédiaires, ce qu'on appelle, nous, la classe moyenne. Et la classe moyenne, c'est le point d'équilibre de la société. La classe moyenne, c'est ce qui empêche, en quelque sorte, que les pauvres se révoltent contre les riches ou que les riches n'oppriment trop les pauvres. Les plus pauvres aspirent à entrer dans la classe moyenne et la classe moyenne aspire à devenir riche. Il est préférable, explique Aristote, de privilégier le régime politique qui favorise les classes moyennes. Il le faut d'autant plus que le meilleur régime est celui, d'après Aristote, qui se maintient sur la longue durée. En fait, quel est le meilleur régime politique pour Aristote ? C'est celui qui marche, c'est celui qui fonctionne, c'est celui qui rend les gens heureux. Tout simplement. Et donc dans la politeia, on a un mélange d'aristocratie et de démocratie. On prend à l'aristocratie la vertu d'une élite savante, compétente, avec par exemple des élections qui ont lieu, des élections qui permettent de trouver les meilleurs. Et c'est ça le but des élus, c'est de choisir les meilleurs pour gouverner. Bon. Et en même temps, on a la grande vertu de la démocratie qui est la légitimité du nombre. La légitimité du nombre. C'est-à-dire qu'on a le peuple qui est concerné et qui peut être directement intéressé à la vie politique, d'après Aristote, grâce au tirage au sort. Alors, les Grecs sont souvent beaucoup plus favorables au tirage au sort qu'à l'élection, d'ailleurs. Le tirage au sort représenterait de façon beaucoup plus impartiale la société. Pour être élu, il faut avoir
des qualités. Il faut savoir s'exprimer, il faut savoir persuader, émouvoir, convaincre. L'art de faire de la politique est réservé à une minorité qui sait faire ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est compétent. On peut être très bon pour conquérir le pouvoir, mais on peut être complètement nul dans l'exercice du pouvoir. On le constate. Ah, c'est deux choses différentes. L'exercice du pouvoir, ce n'est pas sa conquête. On peut faire une campagne brillante, et puis après, au pouvoir, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, ce que Aristote met en avant, à travers le tirage au sort, c'est ça. Le tirage au sort va faire appel à des gens qui n'auraient jamais pris la parole, qui ne se seraient jamais présentés à la moindre élection, mais qui pourtant connaissent les problèmes de la cité, connaissent les problèmes économiques, sociaux, et ont parfois des solutions, ont des idées, mais le système ne les mettrait jamais en valeur. D'accord ? Donc, il y a un vrai risque dans l'élection. Il faut des élus parfois, mais il faut aussi une représentation plus aléatoire, mais en même temps plus franche, plus sincère de la population à travers le tirage au sort. La politeia est marquée par le respect de la loi. Il y a un ordre juridique qui s'impose tant aux gouvernants qu'aux gouvernés. Il y a une égalité devant la loi, si vous voulez. Cette loi se fonde sur la volonté générale, en quelque sorte, sur l'intérêt général, et s'impose aux riches comme aux pauvres. Encore une fois, le pivot, c'est la classe moyenne. Il faut penser sa politique par rapport à la classe moyenne. Si on pense la politique par rapport aux plus pauvres ou aux plus riches, Aristote craint qu'il y ait des injustices, des débordements, des révolutions. Il faut bien sûr permettre l'ascension sociale, mais il ne faut pas oublier que le cœur de la société, c'est la classe moyenne. Si la classe moyenne disparaît, alors on est dans un système de plus en plus oppressif. Si la classe moyenne est vaste, la société est de plus en plus égalitaire. Aristote considère qu'il n'y a pas de société possible, en fait, il n'existe pas vraiment de société sans pauvres et sans riches. Voilà, il y a toujours des inégalités, ça fait malheureusement partie de l'être humain, de la volonté de posséder plus que son voisin, d'être plus important, de jalouser les autres, et puis il y en a qui malheureusement réussissent moins cette compétition, ou s'isolent, voilà, et Aristote considère qu'il faut faire avec, c'est comme ça. Mais, justement, la politique, qui justement vise à rendre la société plus harmonieuse, plus heureuse, elle doit d'abord penser à la classe moyenne. Si cette classe moyenne disparaît, c'est la société qui disparaît. Parce que c'est vraiment le cœur battant. Donc il faut à la fois limiter le pouvoir des riches, les riches ne doivent pas pouvoir corrompre, il faut les soumettre à la loi, mais il faut aussi les intéresser à la politique. Et par exemple, Aristote envisage la possibilité d'imposer des amendes aux riches qui se désintéresseraient de la politique, mais il faut aussi inciter les pauvres à faire de la politique. Et là, c'est l'inverse. Il ne faut pas leur mettre des amendes, bien sûr. Il faut leur donner des indemnités. Il faut leur donner des aides matérielles pour qu'ils s'intéressent à la politique. Bref, vous voyez, la classe moyenne est le cœur, et la politique vise à ramener les deux extrêmes, droite et gauche, au centre. Chez Aristote, on a l'idée que, finalement, c'est dans la modération, c'est dans l'équilibre que réside la sagesse et que résident les meilleures solutions. Alors cette pensée d'Aristote, justement, va avoir une postérité extrêmement forte. Le modèle aristotélicien, les réflexions d'Aristote ont une importance capitale dans l'histoire de la pensée politique. Alors, Aristote est cependant le fruit de son temps. Aristote, par exemple, ne remet pas en cause l'esclavage, il considère comme une donnée naturelle. Et puis, l'idée de représentation politique, c'est pareil, voilà, c'est pas quelque chose qui lui est familier. Lorsqu'il évoque la démocratie, c'est évidemment la démocratie directe, comme chez Platon. Aristote est une forme de précurseur, puisque, à travers son analyse rigoureuse, empirique, des institutions, des régimes politiques, il est en quelque sorte un fondateur de la science politique. Un fondateur aussi du droit comparé en quelque sorte. Il s'intéresse aux constitutions d'Athènes, de Sparte, des autres cités grecques, il en fait une description détaillée. Comme on peut analyser des arbres, des animaux, des espèces vivantes, etc. Vous voyez, c'est vraiment une conception en quelque sorte méthodique, presque scientifique de la réalité. Il donne un supplément dans la conception du politique, un supplément méthodologique,
qu'on retrouvera que beaucoup plus tardivement dans l'histoire. Dans les textes d'Aristote, justement, il y a quelque chose qu'on retrouvera parfois qu'au XVIIIe siècle avec Montesquieu. Et parfois une vision presque sociologique des choses. Aristote, et on en reparlera bien sûr, va avoir aussi une grande postérité puisqu'il va être redécouvert à l'époque médiévale. Et la redécouverte de sa pensée va produire une véritable révolution intellectuelle dans l'Europe chrétienne qui est très éloignée du contexte dans lequel Aristote développe sa pensée. Donc, l'influence de la pensée d'Aristote s'est réalisée sur la très longue durée, jusqu'à nos jours. Certains considèrent que c'est le philosophe le plus influent, en quelque sorte, de l'histoire de la philosophie, de l'histoire de la pensée. Et cette influence, bien sûr, elle joue sur le temps long, mais elle a joué également immédiatement, de son vivant, puisque, je vous l'ai dit, Aristote a été chargé de l'éducation d'un des plus grands conquérants de tous les temps, Alexandre le Grand. Donc on a cette rencontre au sommet, en quelque sorte, entre l'un des plus grands philosophes. Voilà, il y a l'enrichissement de toute cette lignée, Socrate, Platon, Aristote. Aristote fait la synthèse, en quelque sorte. Et puis, Alexandre le Grand, qui va réaliser des conquêtes qui étaient même pas imaginables pour les Grecs. Or, paradoxalement, c'est ce conquérant, c'est Alexandre le Grand, qui va remettre en cause le régime de la cité, la police des Grecs, par un système impérial, par un empire qui n'a rien à voir avec la cité grecque.